saison 1, épisode 2. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, salut. Salut les gars. Hey, je miserais qu'on a un gros épisode aujourd'hui. Ah oui? Oui. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Puis tu viens de faire un jeu de mots en plus. Ben là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais, on a regardé cette semaine, évidemment, c'est normal, on regarde les chiffres et tout ça, puis j'en parlais à Simon, puis je lui disais, tu sais, est-ce que les gens vont nous retrouver rapidement et tout ça? Je lui dis, regarde, si on a un 10-15 000 auditeurs sur YouTube, moi, j'aurais été content. Puis écoute, on a été, puis je vais vous le dire à vous, là, on a été assommés et d'agréable façon. Notre record sur l'ancien balado était sur YouTube de 61 000 vues avec notre émission spéciale repêchage, qui a quand même roulé sur un été, qui était une émission spéciale. Et cette semaine, en 6 jours, là, on a 93. Et quand je dis on, c'est vous et nous. 93 000 vues, dont sur YouTube, on est rendu à 65 000. Puis, je vais vous remercier. Puis, quand on vous croise sur la rue, dans les événements, puis vous venez nous voir, vous nous parlez du balado, vous nous donnez énormément d'énergie. Gênez-vous pas. Continuez à nous suivre, à nous envoyer cette drive-là. Un balado, c'est pas juste Simon, moi, Pag qui parle. C'est une communauté, c'est nous tous. Puis, je vous le dis, là, on vous sent. On vous sent ici quand on le fait. Fait que je pense que c'est partagé par vous deux. Vraiment. On est vraiment contents, puis on est content de vous avoir. Merci beaucoup à tous. Ouais. Simon, mon beau Simon, comme tu sais, puis comme les gens aussi commencent à être habitués, on ne fait pas de micro-analyse, on ne fait pas de suranalyse. Et j'ai été surpris, moi, de ne pas regarder les matchs intra-équipe. On dirait que je voulais... Puis c'est un peu toi qui m'a amené là. Je ne voulais pas être influencé par des détails. Ouais. Alors, je t'ai demandé un exercice cette semaine pour un plan large, encore une fois. Puis là, il y a un buzz, évidemment. Là, on le sent pour le Canadien avec les jeunes. Et ça fait longtemps, Pag, hein, qu'on n'a pas senti cet engouement-là pour le Canadien. Ça fait bizarre. Oui. Puis j'ai dit à Simon, à quelle équipe de hockey dans les 25 dernières années le Canadien peut te rappeler? Au moment précis de septembre 2025. Oui, avec une équipe qui est en reconstruction, mais qui avance, puis tout ça. Y a-tu des modèles, les Penguins, les Blackhawks, les Kings, Fais-moi une petite recherche, puis essaie de me trouver un comparable. Puis ton cheminement est intéressant, on va y aller avec ton cheminement, puis l'aboutissement est vraiment le fun aussi. Bien, regarde, c'est un exercice qui était difficile. Oui. Parce que sur une période de 25 ans, il se passe quand même des choses comme les tendances des équipes. On copie souvent le gagnant de la Coupe Stanley. Il y a également le plafond salarial qui est arrivé en 2005. Le plafond salarial, à un moment donné, qui a stagné, là, qui recommence à progresser. Tu sais, c'était très difficile de trouver vraiment des copies carbone. Il y a des équipes qui se sont ressemblées dans la façon d'être construites au fil du temps. Mais c'est encore plus difficile de comparer une équipe qui n'est pas encore arrivée à destination. Ouais. Et le Canadien, ce que j'ai fait, je l'ai comparé par rapport à l'endroit où étaient rendues les équipes dont je vais te parler à un moment semblable à celui du Canadien en ce moment. Autrement dit, je ne te compare pas le Canadien d'aujourd'hui, disons, aux Pingouins qui ont gagné la Coupe en 2009. Non. On va y aller plus avec les Pingouins, mettons, de 2006, exemple. Où en étaient les Oilers d'Edmonton à ce moment-là. Oui. J'en ai cherché plusieurs exemples, mais je me suis rendu compte rapidement en faisant l'évaluation des alignements de l'époque et de la liste d'espoir que non, OK, ça c'est pas comme le Canadien. Ça a été quoi ton premier réflexe? Ben, mon premier réflexe, évidemment, ça a été d'aller voir les équipes qui ont été des mini-dynasties. Ouais. On parle des Penguins, des Blackhawks. Il y a les Kings qui en ont gagné 2. Il y a Tampa qui en a gagné 2. Ouais. Floride en a gagné 2. Mais il n'y a rien là-dedans
qui m'inspirait, là... Mais tu as parlé, tu sais, on en a parlé au téléphone aussi. L'Avalanche, oui, au début. Il n'y a pas de McKinnon à Montréal. OK. Il n'y a pas de Makar. Ouais. Il n'y a pas de Crosby et de Malkin. Donc, on écarte Pittsburgh, on écarte l'Avalanche. Vas-y avec ton cheminement. Oui, Qui d'autre t'as écarté? les Kings de Los Angeles que j'ai écartés parce que oui, il y avait des bons jeunes joueurs comme Kopitar, Drew Doughty, mais il y avait beaucoup de vétérans. Les Canadiens n'ont pas énormément de vétérans. OK, que Los Angeles avait déjà des vétérans au départ. Au là. départ, c'est ça. C'est pas des gens des vieux qu'on a nécessairement ajoutés. T'aimes pas? Il y a eu Tampa à un moment donné, mais il n'y a pas de Vasilevski à Montréal. Non, en effet. Il n'y a pas de Victor Hedman non plus. Parce Fowler qu'à s'en vient. à Montréal, tu as un gardien qui est bon, mais qui n'est pas de. Il n'y a Non. pas de Vasilevski, Price, même Non. Theodore à l'époque. Oui. Il n'y a pas de gardien dominant. Non. Il y a beaucoup d'attaquants. Il y a un centre qui vient de faire 89 points, Suzuki, qui n'est pas McKinnon, qui n'est pas McDavid, mais qui est intéressant. Mhm. Tu as Caulfield qui est le marqueur, mais qui fait pas tout sur la patinoire. C'est ça. Tu as Slav qui est encore difficile à C'est pas classer. non plus un Ovechkin. Caulfield n'est pas un Ovechkin Ouais. non plus. Bon. Continue. Moi, j'aime la démarche. Alors, vois-tu Washington, que Oui. tu mentionnes? Mais il n'y a pas d'Ovechkin à Montréal. Ouais. Il y avait Beckstrom au centre. Oui. Il y avait Ovechkin. Il y avait John Carlson. Oui. Braden Oldby, qui commençait dans les buts à ce Ouais. moment-là, parce qu'oublie pas, moi, je les ai pris dans une période où ils pouvaient ressembler aux Canadiens dans leur évolution. Ouais. Alors, je les ai pas pris à la queue, puis je les ai pas pris l'année de gagnant de la Coupe Stanley. Les Blues de Saint-Louis. Bon, les Blues de Saint-Louis, j'ai regardé ça pour 2019. Évidemment, ça a été une surprise, leur Ouais. victoire. Mais j'ai regardé l'alignement, puis il y en a qui auraient pu penser, Ryan O'Reilly, bon, OK, c'était pas une grande vedette. Non. Pietrangelo, est-ce que le Canadien a un Pietrangelo? Ben, pas vraiment. Hudson, c'est pas un genre Pietrangelo. Tu as Dobson. Il y a Dobson, peut-être, oui. Mais encore là, il y avait des vétérans. Il y avait des Shen, il y avait des Alex Steen. Ouais. Puis, fait que, tu sais, c'était difficile de trouver quelque chose. Fait que là, j'ai vraiment rétréci ça à 3 équipes. OK. J'ai hâte de voir Oui. le décompte, moi. Oui. Puis là, tu vas voir que c'est très imparfait, mais c'est comme ça que l'entonnoir s'est refermé. J'ai regardé les Rangers de 2020. Ah, OK. Pourquoi? 2020. Pourquoi Ouais, les Rangers de 2020? Ben Adam Fox, Oui. Lane Hudson, Oui. tu comprends, petit défenseur offensif. Là, j'ai regardé un petit peu... on venait d'acquérir Alexis Lafrenière, premier choix. Alors, ça peut être un peu comme Slav. Slav. Et tu as Keandre Miller qui était là, Goulet. Voilà, exactement. Mais là, est-ce qu'il y a un Chris Kreider à Montréal? Un genre de joueur comme ça? Pas vraiment. Non. Pas comme vétéran, en tout cas. Oui. Il n'y a pas de Panarin à Montréal non plus. Peut-être Demidov va le devenir. Mais Panarin était déjà établi en 2020 lorsqu'il était avec les Rangers. Ouais. Il était déjà un gars établi. Les Rangers n'avaient pas vraiment un équivalent de Caulfield. Non. Puis Suzuki, Zibanejad, peut-être un peu. Peut-être Suzuki Zibanejad. Donc, ça m'a fait quand même réfléchir, mais encore là... Il n'y a pas de Dobson. Non, c'est ça. Fait que là, je me dis, ouais, OK, on oublie les Rangers. Puis Shesterkin est supérieur, évidemment. Montembeau. Ouais. C'est OK, ça. on oublie les Rangers. Fait qu'on oublie les Rangers. Là, après ça, j'ai dit, tiens, Vancouver 2019. Puis de la façon dont j'ai construit ça, c'est que j'essayais de trouver un genre d'équivalent à Lane Hudson. Oui, ça, c'est un petit défenseur c'est offensif. facile à trouver. Alors là, je me suis dit, OK, Quinn Hughes qui commençait. Oui. Et là, je me suis dit, tiens, Elias Pettersson, avec tout le buzz qu'il y avait autour de lui, Ouais. comme Demidov, Ouais. il y avait un gros buzz autour OK. de Pettersson. Il y a eu des bonnes saisons aussi. Mais on n'est pas là pour analyser le Pettersson de 2025. On est là pour analyser le Pettersson de 2019. Ouais. Bon. Brock Besser, gars de moins de 6 pieds, qui compte des buts, qui n'est pas vraiment un joueur complet, qui a fait, mais qui s'en allait, tu sais, qui était quand même, il y avait un buzz sur sa capacité de compte des buts, il a fait une saison de 4 buts. Caulfield, Reinbacher, à l'époque, on pouvait considérer Oli Juolevi, Ouais. bon, qui a été un flop, mais en 2019, on ne savait pas nécessairement Non. que ça serait un flop. Alors, c'était un gars quand même qui était, OK, on se dit un jour, ça va être un genre de défenseur, pas nécessairement super offensif, mais complet. Fait que là, ça continuait. Bon, Puis là, dans les buts, ils avaient Markstrom.
OK. Markstrom était quand même très établi. Oui. Mais ça, bon, OK. Suzuki Horvat, j'imagine? Regarde, il y avait Demko qui s'en venait Fowler, Ouais, on peut penser. Bon, dans les joueurs d'avant, Suzuki Horvat, oui, Horvat qui était quand même un peu, qui avait à peu près l'âge de Suzuki en ce moment. Mais qui ne faisait pas les points de Suzuki. Qui ne faisait pas les points, mais qui amenait peut-être une autre dimension. Ouais. Donc, JT Miller n'est pas JT Miller à Montréal. Le JT Miller de 2019, je te parle. Il n'y a pas vraiment un équivalent. À la défense, ben, tu sais, il y avait des gars un petit peu plus vieux comme Tanev, Chris Tanev, Chris Tanev, excuse. Là, est-ce qu'il y en a un vraiment? Non. Okay. Ben non, parce que Tanev est plus vieux que Goulet. Est plus vieux à ce moment-là que Goulet l'est en ce moment. Alex Edler, Matheson peut-être. Ce qui me rassure énormément, ouais. parce qu'on a vu ce que ça a donné à Vancouver, c'est qu'il te manque beaucoup d'éléments à Vancouver. Là, tu n'as pas de Slav. Oui, mais c'est ça. Tu n'as pas de Dak, puis on verra Dak. Oui. Lainé, avec tous ses défauts. Oui, mais Lainé, c'est pas un long terme. Bolduc. Ben Lainé, c'est ça. Bolduc? Non, pas Goulet? vraiment. Il y avait Virtanen dans le temps, qui peut être un... Mais, tu sais, il a Goulet? fait 20 buts. Dobson? Oui. Dobson? Non, il n'y avait pas de Dobson. Fait qu'il t'en manque beaucoup. Tu sais, là, il y avait Tyler Myers. Tyler Myers, il n'y a pas vraiment d'équivalent à Montréal. Non, mais on essaie de voir des... Puis, tu sais, reporte-toi à 2019. 2019, quand même, les Vancouver étaient prometteurs. Et en 2020, l'été COVID, ils avaient quand même gagné une série. Oui. Ouais. Puis il y avait un gros buzz à Vancouver, finalement, autour de, si tu compares aux Canadiens, de pas grand-chose. Là... Ben, pas grand-chose. Ben, beaucoup moins que Montréal en ce moment. Hughes, Peterson, Besser, Miller, Horvat, c'était quand même un beau coin de tête. C'est là que tu vois que le Canadien... C'est un beau coin de soir. Là. Et là, brûle pas le punch. Pag, il en reste plus beaucoup. OK. Si c'est ce que je pense, ça peut commencer à être intéressant. Bon. Mais ça. Là, c'est sûr que le punch, là, si on le prend hors contexte, ça peut faire sursauter des gens. Ben, on est-tu là ou on n'est pas là? Ben, garde. Attends. Est-ce qu'on laisse Pag brûler le punch? Oui. Revire-toi donc, Pag. OK, vas-y. 2007, et je dis bien 2007, septembre 2007, Blackhawks de Chicago. Bon, voici les parallèles avec 2007. Là, je ne parle pas des Blackhawks de 2009 qui ont gagné la Coupe, qui étaient allés chercher Mariana Sa. Je parle des Blackhawks 2007. Où ils s'en allaient. 2008, c'est la demi-finale? Non, c'est 2009 la demi-finale et 2010 la Coupe. Parfait. C'est ça. Alors, là, et c'est vrai, c'est en 2009 qu'ils sont allés chez Mariana Sa, ils ont gagné la Coupe ensuite. Mais là, on va retourner à 2007. Les Blackhawks venaient de repêcher deux piliers qui étaient des recrues. Oui. Patrick Kane et Jonathan Toews. Patrick Kane, on peut faire facilement un parallèle avec Ivan Demidov. Recrue, ailier. Ouais. Mais magique. Et comme je disais dans le dernier épisode, Demidov pourrait être un premier choix au total dans la plupart des années, puis c'est pas gênant. Là. Et voilà. Ouais. Bon. Là, au centre, c'est là où il y a quand même un gros parallèle. Et je vais te dire pourquoi. Bon, Jonathan Toews recrue. Ouais. C'est sûr que là, il n'y a pas le même âge que Suzuki. OK? Ça, c'est sûr que là c'est un peu boiteux. Mais où ça ne l'est pas, c'est qu'à ce moment-là, Jonathan Toews n'a jamais été perçu et n'est jamais devenu un gars de 110, 120 points, mais c'était vraiment c'était un joueur complet. Ouais. C'était un gars qui était peut-être pas considéré super flashy ou super... mais il était quand même un centre numéro 1 qui était un bon complément pour Patrick. Est-ce qu'il a déjà fait 89 points, Toews? Tu peux-tu regarder, Pag? Ben, on peut regarder ça. On peut regarder, mais offensivement, tu sais, puis on le sait que défensivement, il est extraordinaire. Oui, c'est ça. Écoute, là, moi, le parallèle que je veux faire, c'est surtout au centre. 81 points, la meilleure saison de Jonathan Toews. Et c'est en 2019. Donc, Suzuki est un meilleur producteur de points. Toews, peut-être. Alors là, la comparaison est peut-être pas exacte, mais je vais te dire où je m'en vais. C'est le deuxième centre à cette époque-là. Ouais. Le deuxième centre était Robert Lang. Okay. Et je suis sûr qu'à Chicago, si on avait fait le même exercice à Montréal, on aurait dit « Mais c'est qui le futur deuxième centre de Chicago? » Puis là, on se serait gratté, puis on se serait dit « Ouais, ben il y a Dave Bolin qui s'en vient. »
Et ça a été Dave Bolin éventuellement, Ouais. qui a été le deuxième centre des Blackhawks dans les premières années. Puis là, vois-tu, on parle de Michael H, Ouais. peut-être comme deuxième centre. Donc, est-ce que ça pourrait être un impact semblable sans être le joueur identique? Alors, disons que la situation au centre, je trouve qu'elle était quand même assez similaire. Il y a comment il s'appelle encore? Qui joue au centre aussi à l'aile. J'ai un trou de mémoire. Vous allez m'aider. Qui a été échangé après au Minnesota, qui est revenu. À Dallas, qui est revenu. Il y avait Martin Havlat à Chicago, il y avait Andrew Ladd, Patrick Sharp. Patrick Sharp. Patrick Il Sharp. joue au centre. Également. des fois. Mais vois-tu, encore là, Patrick Sharp, c'est un bon joueur, mais c'était pas quelqu'un que tu pouvais dire wow, tu sais, c'est le one-two punch Crosby-Malkin. On s'entend pour deuxième centre Bolin, là, dans les grosses années. Dans Bolin, mais à ce moment-là, Robert Lang en 2007. Ouais. Alors que là, on parle de Doc, peut-être comme deuxième Ouais. centre. Tu sais, Doc, d'après moi, il va être remplacé comme deuxième centre, éventuellement. Bon. Là, il y avait des vétérans dans cette équipe-là. Des Jason Williams, Yannick Perreault, Martin Lapointe. Le Canadien a ce genre de joueurs-là. Gallagher, Josh Anderson. Tu sais, des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui produisent encore un peu, Ouais. mais qui, tu sais, qui ne feront pas partie du noyau. Havlat, futur. c'est pas ses grandes années, là. Ben, Havlat a quand même eu des pas pires saisons à Chicago. Il a été blessé souvent. Il a été blessé souvent. À un moment donné, on l'a carrément échangé et Havlat n'a même pas gagné la Coupe avec les Blackhawks. Bon, donc à l'aile, c'est qui les gros canons, là, à l'aile? Bon, là? les gros canons qui s'en Les venaient. Demidov, les Slavkovski, les... Ouais. Ben, vois-tu, là, regarde, les gars, les jeunes qui montaient. Bon, il y avait Havlat qui était là en 2007. Il y avait Andrew Ladd qui s'en venait. Il y avait Sharp qui était là. Il y avait Chris Versteeg. Ouais. Troy Brewer. Puis il y a Dustin Byfuglien aussi qu'on a fait jouer à l'aile. Ouais. Bon. Fait que là, tu vois, il y a quand même... C'est pour ça qu'à un moment donné, les Blackhawks, il y avait Colin Fraser, troisième centre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment un produit non fini. Ouais. C'était non fini, les Blackhawks. Mais tu voyais qu'il y avait un paquet de jeunes qui s'en venaient, puis sans être des vedettes, tu voyais que... ben là, ils vont... Petit à petit, ils vont boucher les trous. Et à un moment donné, on a donné le gros coup et on est allé chercher Brian Campbell à la défense et on est allé chercher Marian Hossa. Vas-y donc avec les défenseurs de 2007, là. Voilà où Chicago peut-être se distingue par rapport aux Canadiens. Ah oui? Dans le sens qu'ils avaient déjà des joueurs qui avaient quelques années d'expérience, OK. en commençant par Duncan Keith. Duncan Keith, qui a, si je ne m'abuse, a gagné un trophée Norris et qui était vraiment le général. Mais Duncan Keith, c'était pas non plus le type Victor Edman ou... non. Tu sais, c'est ça. Mais même offensivement, c'était pas Hudson non plus. Je sais pas c'est quoi ses meilleures années. C'était là. pas Hudson. C'était pas Hudson. Non. Mais c'était un gars quand même qui... tu sais, tu pouvais pas dire à ce moment-là... Tu peux pas penser que qui gagnerait le trophée Norris. Il a fait 32 points en 82 matchs en 2007. C'est ça. Tu C'est pouvais sa pas meilleure penser. saison, ça. Non, Non. mais c'est juste pour ramener... En 2007? ouais. Tu sais, tu pouvais pas penser que Duncan Keith nécessairement gagné le trophée Norris, mais tu voyais avec Brent Seabrook qu'il y avait quelque chose qui était en train de se former, une chimie entre les deux. Alors... C'est-tu Jalmarsson le troisième? Almarcin, tu vois, il était... En 2007, il était encore en réserve. OK. C'est OK. qui le numéro 3, là? Le 3, à ce moment-là, c'était Cam Barker, qui était un joueur prometteur, mais qui est tombé carrément. Il avait 22 ans à ce moment-là. Il était prometteur. Il avait une ou deux bonnes saisons. Et ensuite, il a complètement piqué du nez. Si je t'offre Cam Barker de 2007, là. Oui, de 2007. Barker, Keith et Seabrook Oui. pour Hudson, Dobson, Goulet. Tu prends qui? En 2007, Ouais. par rapport à 2025 pour Canadiens, Oui. si je regarde 2007, je pense que je prends le trio du Canadien. Si je regarde après ça ce qui est arrivé dans l'avenir, ben c'est sûr que Cam Barker, il n'a rien donné. Non. Alors là, ça devient Keith Seabrook contre Hudson, Goulet et Dobson. Mais sais-tu quoi? Ouais. Il y a comme un dénominateur commun avec toutes les équipes que tu m'as nommées. Oui. Il y a des trous. Non, non. C'est à quel point l'acquisition de Dobson est énorme.
Ben, Parce que comme Vancouver Chicago n'a est pas allé de chercher- Dobson. Puis Chicago est allé chercher Brian Campbell. Rangers n'a pas de Dobson. Puis Dobson est en avant de Campbell, là. Ben, Campbell, offensivement, je crois, était supérieur, mais il était moins... Il n'est pas 6'4", non, il 205, était pas costaud. droitier. Non. Dobson a fait 70 points. C'est là que tu vois vraiment que cette acquisition-là peut faire passer le Canadien à un autre niveau. Non. Est-ce qu'il y avait un Dustin Byfuglien qui s'en vient à Montréal? Ouais, Ça, je pense Jack pas. Eye ne pourra pas... C'est ça. Almarson, est-ce que ça pourrait être Randbacker? on n'a pas nommé Goulet, là. Oui, tu l'as nommé, tu as dit Goulet. Oui, mais par rapport au comparable à Chicago. Ouais. Tu sais, un jeune de 22... Regarde, moi, je trouve que même à cette époque-là, je pense que Seabrook était supérieur. Mais on parle quand même de deux défenseurs qui... Mais là, je ne te l'ai même pas mis dans l'équation, dans l'échange de trois Ouais. défenseurs, imagine. Là. Tu sais, il faut regarder ça un petit peu. L'exercice qu'on fait, finalement, c'est pour Attends, faire je te un peu... l'ai-tu mis? Je te l'ai mis. C'est pour faire un peu une comparaison avec les trous à combler, l'âge. Puis c'est sûr qu'elle est imparfaite, mais il faut trouver quelque chose qui ressemble le plus aux Oui, Canadiens. mais il n'y a pas tant de trous à combler à Montréal. Il faut que tu laisses mûrir cette gang-là. Il y a quand même des trous encore, Mathias. Oui, ça va dépendre de Dak, évidemment. Oui, et oublie Dak. OK, moi, Dak, là, c'est terminé. pour Terminé? moi. Oui. Pour Et- un noyau, un gars de deuxième trio de champion de la Coupe Stanley, no way. Au moment où on enregistre, là, il n'y a pas un match préparatoire. On y Oui, mais là, reviendra. j'ai assez T'as d'échantillons. abandonné. Il a été repêché en 2019. OK. On ne parlera pas, bon, peut-être sur un troisième trio, à l'aile, mais je te dirais, top 6, champion de la Coupe Stanley, Canadien de Montréal, Kirby Dach n'est pas sur le deuxième trio. Parfait. C'est ça que je te dis. Ouais. Tu Alors, donnes c'est même pour pas ça que je te un dis qu'il y a encore dernier- des trous. Un petit dernier mulligan avec l'été d'entraînement qu'il a Non, fait? non. Lâche-moi avec vraiment? les étés d'entraînement. Les gars arrivent tout le temps au camp en disant qu'ils sont dans la meilleure forme de leur vie. OK? Moi, là, Mais tu vois, j'écoute rien de ça. Roy Jack se sont entraînés, ils ont parlé, j'ai fait ouais. Puis ils sont plus légers, on verra. On va le. Mathias, on l'a dit 1000 fois, Kirby Dach, là, ça fait 6 ans, 7 ans de temps qu'il était junior que c'est de la projection. Ouais. Il dominait pas au niveau junior. Je te l'accorde. Tu sais, alors là, Dach, là, je veux même plus parler de ce gars-là. Mais- Ah oui, hein? Je te parle pour un top 6. OK. OK? Alors là, on parle de gagner la Coupe Stanley. Oui. OK? Alors moi, exemple, là, je ne sais pas si Zachary Bolduc va être un top 6 de champion de Coupe Stanley. Mais je vais te dire une chose. En ce moment, je trouve que le potentiel de Bolduc comme un top 6 pour un champion de la Coupe Stanley est beaucoup plus élevé que celui de Kirby Dach. Puis il n'est même pas sur un top 6 en ce moment, imagine. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, il va y avoir des trous à combler. Le Canadien, quand même, il y a des valeureux joueurs sur le bottom six, mais c'est des joueurs vieillissants, c'est des joueurs avec des gros contrats qui vont se terminer. Il va falloir qu'à un moment donné, le troisième trio devienne plus offensif. Et puis, tu sais, c'est là que des gars comme Zarovski vont entrer en ligne de compte. Ouais. Michael Hage va entrer en ligne de compte. Tu dois avoir un top 9 bien... et les Blackhawks de Chicago, éventuellement, se sont créés en 2009-2010 un superbe Ouais. top 9. Puis là, on fait des comparables, justement. Là. Tu sais, à une autre époque, un gars comme Bolduc, Oui. on en aurait parlé en premier quasiment. Parce qu'il y avait. La relève était plus faible. Alors que là, il est noyé quand même, malgré tout son talent. Mais ça. Hey, parlant de Bolduc, les gars, Mise au jeu plus offre un pari pour le point total pour Zachary Bolduc cette saison. Pensez-vous qu'il va faire plus de 44,5 points ou en dessous de 44,5 points? La cote est à 1,85 pour chacune des options. C'est plus dur que Demidov la semaine passée, je pense. Je vais te dire pourquoi. Parce que du côté de Bolduc, si tu me dis aujourd'hui qu'il joue top 6 et deuxième unité d'avantage numérique, je te dis qu'il peut être pas loin de 50 points. Mais là, semble-t-il qu'il est sur la première vague, là, en ce moment, comme OK. bumper. Oui. Puis on va se faire 2 unités. Ouais. Ça a de l'air parti pour avoir 2 unités un peu égales, séparées. Merci s'ils peuvent séparer Lainé et Caulfield, qui font le même job. Oui, ben oui. Ne pas mettre Caulfield. Le bumper, c'est au milieu, là, devant le filet. Là. Ne pas mettre Caulfield là, parce qu'il est bon au tir sur réception, comme Lainé. Fait qu'un Bolduc dans le bumper, Regarde, Il y a le tir pour être là, en tout cas. oui. en plus. Il y a à peu près toutes les qualités pour être là. Ça, je le sais. L'année passée, 36 points en 72 matchs, mais c'est plus vers la fin qu'il a obtenu ses points. On le voyait qu'il était à un rythme d'enfer au mois d'avril, au mois de mars. Je me souviens avoir regardé les matchs des Blues, puis il était partout sur la glace. Donc, si je me fie à ça, je te dirais que oui, il peut être à 45 points et plus, mais je te le dis sous toute réserve parce que, tu sais, c'est sûr que les Blackhawks de Chicago, éventuellement, se sont créés en 2009-2010 un superbe top 9. Mais là, semble-t-il qu'il est sur la première vague, là, en ce moment, comme bumper. Oui. Oui. Puis on va regarder les matchs des Blues, puis il était partout sur la glace. Donc, si je me fie à ça, je te dirais que oui, il peut être à 45 points et plus, mais je te le dis sous toute réserve parce que
Un club on peut dit avoir pas où combien? est-ce qu'il- Un ouais. club peut avoir combien de compteurs de 50 buts, de 50 points et plus, là? Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Laine peut-être, Demidov. Je suis déjà à 5 attaquants. Et là, il y a Hudson, il y a peut-être Dobson. Il ne peut pas avoir 1000 compteurs Là, t'es de rendu 50. à 8. T'es rendu à 8. Moi, Ouais. je te dis, ça va être... pour une équipe, habituellement, qui a une bonne attaque, ça peut être 6 ou 7. Pour une équipe qui a une bonne attaque. Ça te donne un petit aperçu, là. Oui. L'année, je suis vraiment pas sûr. Bon, fait que tu mets peut-être Bolduc dans les Oui, mais 50 là, points. là, on parle de 44,5 et plus. Alors, Ouais. s'il fait 48, c'est pas 50, mais Ouais. c'est quand même au-dessus du 44,5. Bon. Mais moi, contrairement à Demidov, que j'étais pas mal sûr de mon coup la semaine passée, je te dirais que là, j'ai peut-être une petite réserve. Mais je te dirais plus, mais avec une petite réserve. Justement, les Blackhawks de 2007 avaient 4 marqueurs de 50 points dans l'équipe. 2007-2008? Ah oui? Ouais. Et ils ont fini avec une fiche de 40, 34, 0 et 8. Oui. Donc, c'est vraiment pas loin du Canadien. Oui. Juste Ben, pour c'est dresser pour un ça que parallèle. j'ai pris cette équipe-là, les Hawks de 2007, comme exemple. C'est pour ça que je les ai pris comme exemple. La seule chose, c'est qu'après ça, les Hawks ont ajouté les pièces manquantes. Ouais. Kane et Taves se sont développés comme vraiment des joueurs de gros impact. Mais enfin, on verra. Et il reste les gardiens de but, Mathias. Ben oui. 2007, les gardiens de but étaient Habibouline, Nicolas Habibouline, Cristobal Huet, Antiniemi, avec, dans les mineurs, Corey Crawford. Oui. Bon, alors vois-tu, Habibouline, à ce moment-là, faisait encore le travail, on peut dire. C'était un honnête gardien de but. Il n'était pas ce qui était au Lightning au début de la décennie, mais il faisait encore le travail. C'était cher. Oui, il coûtait cher. On l'a laissé aller éventuellement, mais on voyait que c'était un gars qui tenait, qui réchauffait une place pour Crawford. Alors peut-être que là, éventuellement, comme Crawford a pris la place de Bibouline, peut-être que Fowler va prendre la place de Montembeault. Je te dirais que Crawford et Fowler, l'équivalent étaient à peu près des équivalents, en fait, de qualité d'espoir à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé aux Blackhawks de 2007. Je le répète, c'est pas parfait, mais c'est ce qui ressemble peut-être le plus à l'édition actuelle du Il te Canadien. manque quelque chose d'important. Ben, vas-y donc, Mathias. Directeur général était Dale Talon en 2007. Oui, Puis Stan Bowman est arrivé après. oui. Canadien avec Kent Hughes et Jeff Gorton. Oui, ça, c'est sûr que... Regarde, Dale Talon, il avait quand même construit une grosse partie de l'équipe. Dale Talon a été congédié. Je sais que tu n'as jamais mis son travail, mais tu peux Ben, pas... tu l'as Mathias, vu mais en, tu peux en pas être- Floride après. Là. Oui, je le sais. Mais tu peux pas être toujours négatif sur tout ce qu'il a fait, là. Je pense que Dale Talon, la raison pour laquelle on l'a laissé aller, c'est parce que à l'été 2009, à cause d'une technicalité, il avait oublié de soumettre des offres qualificatives aux agents libres avec compensation. Et comme la date limite était passée, ces gars-là sont devenus agents libres, sans compensation. On l'a mis à la porte, et je sais, c'est une erreur S'il avait été impardonnable. si bon, on l'aurait gardé. Tu sais, moi, Oui, je pense mais que on a amené- Seabrook, Keith était probablement déjà là avant qu'il arrive. Tu sais, quand tu repêches premier, troisième aussi, là, tu as Taze puis Kane. Mais il d'autres qui était étaient quand déjà même là. allé chercher des gars comme Patrick Sharp, Versteeg. Je vais prendre Kent Hughes avant. Oui, ça c'est correct. Mais je te dis juste que Talon est pas... En tout cas, je prends Talon avant Bowman, moi. OK, puis Bowman. Bowman, il a gagné 3 Coupes Stanley, alors que, honnêtement, il a pris l'équipe de Talon, il a ajouté une coupe de joueurs, mais surtout, il a laissé aller cette équipe-là crouler dans les bas-fonds. Donc, le Canadien, si le Canadien monte vers les sommets, t'es mieux avec Hughes et Gorton pour gérer le plafond dans les années qui... La réponse est oui. Bon. La réponse est oui. Mais Stan Bowman, il a l'air à toujours tomber à la bonne place au bon moment parce que il vient de perdre la Coupe Stanley en 7 matchs. Ouais. Alors, il y a tout un CV, si on se fie juste Ces résultats. aux résultats, les classements, les séries éliminatoires. Mais moi, je considère qu'à Chicago, on lui avait donné les clés d'une équipe qui aurait pu être bonne pendant 15 ans. Puis au bout de 5 ans, après 3 coupes, il n'a jamais été capable de renouveler. Exact. Bon.
Là, inquiétez-vous pas. On va vous parler du Canadien. Dans les prochaines semaines, on va être là. Mais comme c'était des matchs intra-équipe, puis on ne veut pas faire de micro-analyse, on s'en est tenu à un portrait plus large, mais vous allez en avoir en masse dans les semaines, dans les mois qui suivent. Ouais. Mais tu sais ce que je pense des matchs pré-saison, Mathias? Oui, tu vas être forcé de les regarder. Ben oui, mais regarde, moi, ce que j'en pense des matchs pré-saison, je trouve qu'il y a tellement un engouement pour certains joueurs, alors qu'on sait très bien que la moitié des alignements est composé de joueurs qui ne feront pas l'équipe, et peut-être qui ne la feront jamais, et l'autre moitié est composée de vétérans qui ne font que se délier les jambes. Alors, ça donne des cas où Jesse Puljujarvi, pas plus tard qu'il y a 2 ans, a fait 3 buts dans un match pré-saison. Ouais. Et après avoir été rejeté et rejeté, il y avait encore des gens qui se disaient « Ah, c'est peut-être l'éclosion de Puljujarvi. Ouais. » Non, ce n'est pas l'éclosion de Puljujarvi. 3 buts dans un match pré-saison, ça ne veut rien dire. Alors moi, ce que je suggère aux gens, c'est de regarder ça relax en se disant qu'on n'a pas eu de hockey pendant plusieurs mois. C'est le fun de s'installer devant l'écran, revoir les joueurs, se familiariser un petit peu avec les recrues qu'on a moins l'occasion de voir pendant l'année ou plus l'occasion de voir pendant l'année. Mais de grâce, s'il y a un obscur espoir qui a 2 buts, une passe cette semaine dans un match et que ce gars-là n'était pas sous le radar, il ne faut pas penser qu'il devient sous le radar. Parce que les Pingouins, lundi soir, donc... Au moment où on enregistre avec la formation. Avec quel alignement ils vont arriver? Ben, c'est ça. Écoute, le meilleur attaquant, on cherche, là, c'est quasiment Anthony Mantha, qui a joué 12 matchs. Voilà. Raphaël Harvey-Pinard était pas pire. Raphaël Harvey-Pinard qui revient, mais qui a joué dans la Ligue américaine toute la saison. Regarde, ça veut absolument rien dire. Pour moi, c'est du pur divertissement. Mais il y a le premier choix des Pingouins, quand même. On s'en va regarder tantôt. C'est du pur divertissement. Tu l'aimes, lui, hein? Oui, Ben Kendall. Ben Kendall, que j'avais classé très haut. Ouais. Puis, mais à ma surprise, il est sorti haut. Ouais. Parce que des fois, on classe un gars haut, puis on se dit, je suis peut-être le seul là, qui a pensé à ça. Puis, oups, le gars, il est sorti, 10, 11? 11. 11. Fait que malheureusement, c'est ça. Le match commence dans 10 minutes au moment où on enregistre, mais on aura l'occasion de vous en reparler. Si je peux juste finir avec une dernière question là, sur le sujet des équipes qui ont connu du succès. Est-ce que vous établissez la mesure du succès seulement avec des coupes? Je veux juste prendre l'exemple des Sharks qui ont été dominants pendant tellement d'années dans le milieu des années 2010. Il a pris les Rangers. OK. Ouais. Ah oui, bon. Les Sharks, t'as pas... Non, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de parallèle avec le Canadien parce que ce qui est arrivé, les Sharks, c'est qu'ils ont été bons une quinzaine d'années. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment un moment dans l'histoire des Sharks où j'ai pu dire « Ah, ça ressemble un peu aux Canadiens. » Pour le but, les Sharks, c'était quand même aller... Le point tournant de tout ça, c'était d'aller chercher Joe Thornton. Ouais. Il y a également eu des gars qui sont partis très fort, Milan Maralek et surtout Jonathan Chichou, qui à un moment donné ont piqué du nez. Ouais. Fait que, tu sais, c'était difficile. Puis on a fait des échanges. Doug Wilson, il y avait un autre style de gestion. Je trouve que tu as raison, Pag. Les Sharks de San Jose... peut-être des premières 15 années du millénaire ou du siècle, mon Dieu, que c'était une belle équipe. Le problème, c'est que les Sharks, à chaque année, affrontaient toujours au moins une équipe qui était meilleure qu'eux. Ça peut arriver. Ça peut arriver aux Canadiens, et surtout dans l'Ouest en ce moment. On en a parlé la semaine dernière. Tu sais, les Utah, les Anaheim, les San Jose, les Chicago, si jamais là, tout marche pour ces 4 équipes-là, t'es rendu compte, Mathias, qu'il y a une de ces équipes-là automatiquement, non, 2 de ces équipes-là automatiquement, qui sort encore de finale. Ouais. Mais c'est ça ma question. Est-ce que la mesure du succès, c'est la coupe ou c'est rien? T'sais, par exemple, cette équipe-là dominante pendant 15 ans, c'est extraordinaire. Là, je pense que les 2 peuvent être considérés comme un succès, mais ça dépend des circonstances. Tu sais, si pendant 6 ans de suite, tu te fais sortir par le champion de la coupe, qu'est-ce que tu veux y faire? Bon, c'est sûr qu'on va dire, pourquoi il n'a pas été meilleur? Ouais, mais là, regarde, une année donnée, tu peux te faire battre par un club, puis l'année suivante, être meilleur que ce club-là. Tu sais, c'est arrivé aux Sharks. C'est intérêt à gagner, parce que regarde les Maple Leafs qui sont dominants année après année, qui se font battre par des champions. Qu'est-ce qu'on dit? Ils ne gagnent pas. Ouais. Fait que ça te prend... Même les Oilers, ça te prend quasiment une coupe, même s'il y a 32 équipes. Ouais. Par contre, je pense que les fans et les analystes ont eu beaucoup plus de respect pour la séquence des Sharks que la séquence des Leafs. Parce que les Sharks gagnaient quand même des séries et
Les Sharks, c'était une équipe bien construite. Alors, les Maple Leafs, là, on l'a vu, Ouais. c'était une équipe plus ou moins bien Mais construite. on a la mémoire courte quand même, les Sharks, on disait les losers. C'est comme les Bills de Buffalo Oui. au football qui 4 atteignent Super la Bowl, finale 4 quand Super même, Bowl de puis suite, qu'on mais les qui traite de... affrontent, ouais. à part la première fois, ils ont affronté des rouleaux compresseurs les autres fois. Bon, All right. Es-tu prêt, mon beau Simon? ben je suis prêt. Parce que là, c'est ton bloc en liberté, là. Ah oui, le serpent liberté. T'aimes J'en ça, ai hein? des choses, Ah oui? choses. Oui, c'est ça. C'est juste des petites choses. C'est un millimélo de petites choses sur lesquelles je ne passerai pas 20 minutes chaque, mais dont j'ai le goût de discuter. Ben, parfait. Alors, on va commencer, j'y vais un peu au hasard. En fin de semaine, le début de la saison dans la USHL, Cooper Simpson, la carte cachée du dernier repêchage, un but, 3 passes à son premier match. Ah oui. Il a 18 ans, il appartient aux Bruins de Boston, il joue pour Youngstown et s'en va à l'Université North Dakota l'année prochaine. Et d'après moi, il devrait être un des meilleurs joueurs dans la USHL cette année. J'aurais aimé le voir dans la Ligue de l'Ouest. Ses droits appartiennent à Vancouver, mais bon, dans la USHL, il va quand même avoir l'occasion d'être dominant. Fait que ça me fait bien plaisir. C'est le vol, d'après moi, du dernier vol? repêchage. Oui, Ah oui? 79e au total. C'est pas Mathias. Zarovski, le vol? C'est Zarovski est sorti quand même 34. Simpson est sorti 79. Ben, c'est pas Bon. si loin que ça. Ben là, quand même. Mais là, ça a l'air que t'as du monde qui l'ont pris dans leur pool keeper, là. Oui. C'est ça que tu m'as dit, non? Oui, j'entends dire ça là, plus tôt que prévu. Là. Bon. Alors, bon, OK. Ils écoutent notre émission. C'est une cote? Sur leur victoire à la fin de l'année? Non. Non, puis j'en veux pas non plus. Là, je voulais parler d'un agent libre aussi, sans restriction. Là, en ce moment-là. Oui, qui n'est pas encore sous Il me contrat semble que c'est pas ton genre, et ça. qui a marqué 22 buts l'an passé, C'est puis il est pas encore là. ton genre de parler il y a quel âge? Ben, il est quand même pas vieux. Quel âge? Jack Roslovich. Quel âge? Ben, Depuis quand tu parles des joueurs de passer 25 ans, toi? Ben, c'est parce que Roslovic, je l'ai toujours regardé. Je sais qu'il a 28 ans, mais je l'ai toujours regardé de travers, ce gars-là. Je l'aimais bien quand il jouait pour le programme américain. Puis après ça, quand même, à Columbus, il y a une saison de 22 buts. À Caroline, il y a une saison de 22 buts. Il semble être un mal-aimé. Il a changé d'équipe souvent. Oui, il a changé d'équipe souvent. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, bon, je sais, c'est pas un joueur parfait, mais il en demeure pas moins que c'est un gars qui, d'après moi, ne coûtera pas une fortune et il est quand même capable de marquer des buts. Alors, utilisé de façon intelligente par un coach, parce qu'évidemment, il faut que tu le protèges un peu. Là. Tu ne le fais pas jouer contre le premier trio des autres équipes. Je pense que c'est quelqu'un qui... C'est-tu le Mike Hoffman des pauvres? Non, il est plus impliqué que Mike Hoffman. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cas. Peut-être qu'au départ, tu sais, le 1er juillet, là, à peu près tout le monde signe. Le 2 juillet, le reste des joueurs signent. Puis après ça, là, ça peut s'étirer. Quand ça s'étire, ça veut dire de deux choses une. Ou bien non, le joueur est très têtu. Ce qu'on a entendu dire d'après les initiés, c'est que Roslovic cherchait un contrat de plusieurs saisons et on ne veut pas lui donner. Pourquoi quelqu'un ne donne pas un 2-3 ans? Il y a serpent sous roche. Bon, peut-être. Mais moi, Mais c'est... parles-tu pour Canadien, là? Ah, moi, pour Canadien? Bon, oui, je l'aurais signé. Oui. Ben, Pour jouer avec Newhook et Bolduc? Bon, quelque chose de même. À un prix raisonnable. Roy, Coupe d'année. Coupe d'année. En passant, tu veux plus parler de Kirby Dach, c'est terminé. Est-ce que Joshua Roy, c'est terminé? En tant que... Là, c'était pas prévu, quoi? là. En tant que Que quoi? joueur du Canadien pour un top 9. Oui. J'ai cru un bout de temps qu'il pourrait être sur un troisième Puis là, trio. c'est fini. Oui, pas mal. Moi, on dirait que j'ai plus d'espoir en général. Ben, ça fait partie de mes qualités et mes défauts. Comme toi, le désespoir arrive plus vite aussi. Ça fait partie de tes qualités et tes défauts. Puis comme on est dans le serpent en liberté, ben honnêtement, il y a des joueurs dont ça me tente moins de parler. Fait qu'on gardera ça pour un autre segment. Oh, OK, là, tu le prends de même. Tu Oui, es en je train le de dire prends. que le serpent est roi. Ben c'est ça. J'ai mon petit segment ouais. où je suis roi. On peut même Puis pas avoir un petit parlera- Joshua Roy, là. Ben, c'est ça. Le serpent est roi, c'est ça. non, on fera Mathias en Mets ça liberté. dans ta pipe. Pag. Bon. Ensuite, les Ducks d'Anaheim. Beaucoup de défenseurs à Anaheim. Tuxtenheim. Énormément de défenseurs. Et ça, je pense que si des équipes veulent faire un échange, les équipes qui sont en manque de défenseurs,
on doit cibler Anaheim parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et j'imagine qu'éventuellement, on va vouloir garder 3 défenseurs offensifs et 3 défenseurs peut-être à caractère plus défensif. Offensif-défensif. Et eux autres, ils bloquent des joueurs. Et je vais te donner un exemple. À San Diego, ils ont un joueur qui s'appelle Tyson Hines. Tyson Hines, qui a déjà joué dans la Ligue de hockey junior Maritime Québec, qui a joué à Rimouski. Il était un choix de 3e ronde. Puis c'était un gars qui, à l'époque, je me disais, tu sais, les choix ronde 3-7, là, on en a parlé, les chances sont minces, mais il y a des peut-être là-dedans. Et Tyson Hines, pour moi, était un peut-être parce que c'est un gars qui, sans être un grand producteur de points, c'est un gars qui pourrait facilement, je crois, jouer éventuellement sur une 3e paire, rendre des services, c'est un défenseur honnête. Mais à Anaheim, il est bloqué. Et je crois que dans d'autres équipes, on lui aurait donné une chance. Anaheim l'a rappelé l'an dernier, pendant une couple de jours. Je crois qu'on l'avait rappelé au cas où quelqu'un ne pourrait pas jouer. Finalement, il n'a pas joué son premier match dans l'NNH. J'ai-tu le droit? Oui, tu as le droit, en autant que... T'aimes beaucoup Tristan Luneau. Oui. Si Anaheim te demande Reinbacker pour Luneau? Demain matin. Ah oui? Oui, oui. Je le fais... Tu as vraiment changé d'opinion sur Reinbacker, là? C'est plus que Tristan Luneau. Pour moi, il m'a prouvé à date qu'il frappait à la porte de la Ligue nationale. Et quand je dis frapper à la porte, vraiment, il est peut-être plus projetable dans l'avenir. Tu comprends donc, ce que je veux dire? Donc, un plafond plus élevé, selon toi, que Reinbacker? Oui, et plus projetable. C'est gros, ça? Reinbacker, là, je l'aime bien, je l'aime toujours, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va devenir. Luneau, on le sait qu'est-ce qu'il va devenir. Ah oui? Puis il n'a pas été rappelé. Il faut dire que Luneau est un an plus vieux aussi. Là. Ben, à quoi que non, les deux ont 21 ans. Puis il n'a pas joué l'an dernier dans la Ligue nationale? Non, là. mais il était le meilleur défenseur de la Ligue américaine. Ah oui? Alors, si meilleur défenseur de la Ligue américaine? Oui. Alors, si cette année, Reinbacker est le meilleur défenseur de la Ligue américaine, ben tant mieux. Moi, j'ai l'impression que Anaheim le fait. OK. Puis Mintyukov, tu le fais-tu pour Reinbacker? Non. Puis il était dans la Ligue nationale, puis Luneau, ils l'ont gardé dans la Ligue américaine. Oui. Mintyukov, c'est qu'il y avait eu un début assez fulgurant. Oui. Après ça s'est beaucoup calmé. Puis il a été dépassé dans la hiérarchie par un gars comme Jackson Lacombe. OK. Mais alors, Mintyukov contre Reinbacker, non. Luneau contre Reinbacker, oui. T'es oui. dans c'est pas t'es dans le war room du Canadien, oui, puis Kent Hughes te le demande, tu dis go. Go. Mais c'est pas parce que c'est un joueur québécois, tu me connais, moi, ben non, peu importe ben la non, nationalité. ça, on te connaît. Bon. Ouais. Alors, oui. Garde le tape. Oui. Alors, vois-tu, un gars comme... alors, c'est pour ça que mon point en parlant de Anaheim et des défenseurs, c'est que c'est un exemple que je donnais comme quoi, des fois, les carrières des joueurs peuvent dépendre énormément de l'endroit où ils aboutissent et de l'organigramme de l'équipe dans laquelle tu es. Alors que d'autres fois, il y a un poste qui s'ouvre, puis tu sais, puis tu dis, OK, on a besoin, mettons, d'un ailier gauche de 3e trio, et le gars, des fois, à 19-20 ans, se profile, puis dans d'autres équipes, ben, il serait bloqué parce qu'il serait le 4e ou le 5e ailier. Puis là, Luneau, lui, il va-tu être dans la Ligue nationale cette année, tu penses? Sais-tu quoi? J'ai l'impression qu'il y a des très bonnes chances. On va voir dans une couple de semaines comment les alignements se déploient. Mais c'est sûr que la route est peut-être plus difficile. On va peut-être commencer sur une 3e paire, mais écoute, il y a le temps, là, il y a 21 ans. Okay. Mais éventuellement, ça va être vraiment un solide top 4. Parfait. Bon. Là, je saute à d'autres choses. On a finalisé le personnel de direction de l'équipe olympique 2026 pour les États-Unis. Mm-hmm. Avec Bill Guérin comme directeur gérant et assisté de Tom Fitzgerald, Chris Drury, Stan Bowman, Bill Zito, Chris Kelleher et John Van Beesbrook. Combien? Voilà, c'est ça mon point. Alors là, OK, là, on parle d'équipe olympique. Ça, c'est des équipes où il y a à peu près, mettons, il y a 23 joueurs, là, il y a à peu près 13-14 joueurs qui sont assurés. Là. Ouais. Ça ne prend pas un gros comité pour prendre Jack Eichel. Ben non, mais ils en prennent un chacun. Ou prendre Matthew Tkachuk. Ils ne veulent pas faire de peine à personne. Hein? Alors là, tu arrives et tu dis, il y a quelques postes là, qui vont être débattus. Ça prend vraiment 7 personnes qui vont travailler là-dessus là, pendant toute l'automne. Ouais, nous, on a un serpent, c'est assez. Oui, c'est ça. Puis ça devrait être... Ça, c'est politique. Ils veulent faire plaisir. Ouais. Ouais. Puis... Mais le Canada sont tout le temps nombreux aussi. Ils sont tous tout le temps nombreux. Mais ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Bon. Ben, en fait, on a un peu une idée, mais enfin.
Un autre truc... D'ailleurs, Lane Hutson a quand même éteint le feu assez vite par rapport à son père. Ah, pour jouer pour le Canada? Qui disait que ça, il était Canadien également. Ouais, il a dit, regarde, mais... moi, je suis hockey USA. Je te l'ai dit, Mathias, si je ne m'abuse, à moins qu'il ait changé le règlement, lorsque tu commences à jouer internationalement pour un pays, tu restes là. Mais il n'était pas obligé de le dire, puis il l'a dit. Bon, c'est ça. Un message à papa. Il faut toujours que tu amènes Lane Hutson dans mon segment du segment Liberté. Absolument. Et Ryan Backer. D'ailleurs, tu n'as pas parlé de Logan Mailloux encore. Tu as toujours le tour. Il a fait de une belle passe ça. à Carbonneau en fin de semaine. Pardon? Il a fait une belle passe, Mailloux à Carbonneau en fin de semaine. Là, on est deux à s'acharner sur son segment. Je le sais, il a joué 25 minutes, puis là, à Saint-Louis, là, tout le monde est énervé. Premier match pré-saison, là, attendez de le voir dans sa zone quand, à un moment donné, là, il va devenir dans l'une, là, puis il va provoquer des 2 contre 1, puis il va avoir l'air d'un poteau de téléphone. On s'en reparlera quand il va être dans la Ligue américaine à Noël. Prends-toi une note. Ouais. La semaine prochaine, le deuxième segment, le serpent enchaîné. Voilà. Oui, ben c'est ça que c'est en train de devenir. Là, je lis beaucoup la section commentaires. Et puis, j'aime ça. Nos commentaires? Non, ben les commentaires sur notre podcast. Ah! Sur YouTube, là. Oui, et moi, j'aime bien ça parce que des fois, ça donne des idées de sujets, ça donne également l'occasion de voir qu'est-ce que nos auditeurs pensent et parfois un peu de me défendre contre des accusations ou au moins d'expliquer... Des accusations? Oui. Ou au moins de donner des explications sur peut-être des fausses impressions qu'on peut avoir sur moi. Alors, il y avait un auditeur qui me parlait de Michkov et qui disait, bon, tu aurais pris Michkov au lieu de Randbacker. Et l'auditeur en question me dit qu'il nous écoute beaucoup, puis il trouve que j'accorde pas assez d'importance à l'attitude d'un joueur. Il dit, il n'y a pas juste le talent qui compte, tu ne gagnes pas avec des gars comme ça. OK. Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur que des joueurs avec des mauvaises attitudes, oui, ce sont des poisons dans une équipe. Okay. Je suis d'accord. Cependant, moi, je ne travaille pas pour une équipe de la Ligue nationale. Je n'ai pas de rapport confidentiel sur le comportement des joueurs, sur la glace. C'est-à-dire, tu m'appelles. Hein? Dans le vestiaire, oui, c'est ça, mais ça ne me tente pas. J'ai essayé de te voir le lundi. Michkov en liberté. Oui, c'est ça. Alors, de ce côté-là, moi, je me suis toujours concentré puis j'ai expliqué sur ce qui se passe sur la glace. Pour le reste, pour moi, c'est des candirotons. Ce qu'on va tweeter sur un joueur, ce que quelqu'un va sous-entendre, les propos qui sont véhiculés sur des joueurs, j'en fais totalement abstraction. Puis, je me dis aussi une chose, un joueur de 17 ans, de 18 ans, à un moment donné, ça demeure quand même une personne qui est immature. Et à un moment donné, quand tu arrives dans la Ligue nationale, je ne pense pas que le groupe de vétérans à Philadelphie laisserait Michkov prendre le contrôle du vestiaire. Puis là, je ne veux pas te plugger, Mathias, mais j'ai lu un maudit bon extrait dans un certain livre qui va paraître à la mi-octobre. Fait que ça va être bien intéressant de lire sur les dessous du repêchage de Michkov. OK. Mais là, on est dans Serpent en liberté. Là. Ça fait une autre incursion. Une autre incursion. Histoire de repêchage. Mais le point, c'est que l'auditeur a pris Michkov comme exemple. Il pourrait y en avoir d'autres. C'est sûr que moi, dans mon travail, dans le hockey junior, oui, l'attitude est importante. Oui. OK? Quand je me retrouve en Zoom avec un joueur, c'est sûr qu'on regarde comment il répond, quel genre comment est sa famille. Ça, c'est super important parce que là, tu as vraiment le contact face à face avec quelqu'un. Mais moi, Michkov, je ne l'ai jamais rencontré. Ouais. OK? Et puis, je n'ai pas parlé à personne des Flyers ou du Canadien ou de n'importe quelle autre équipe, Arizona, qui l'a laissé passer. Fait que, oui, c'est important, mais moi, dans ce podcast-ci, j'évalue les joueurs sur la glace. Et d'ailleurs, Pag, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un passionné qui nous envoie plein de trucs. Puis ce matin, il nous a envoyé un truc, puis il a dit « Avez-vous vu le repli de Matthew Schaefer sur Michkov? » J'ai dit « Garde. Quand il y aura un repli de Michkov sur Schaefer, tu m'appelleras. » Eh bonne. Alors, une couple d'autres points avant de terminer. Oui. Il y en a qui trouvent que des joueurs à 19 ans maintenant, des joueurs juniors, devraient tous s'emmener dans la NCAA parce qu'ils perdent leur temps dans la Ligue canadienne de hockey, que ce soit la Q, la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario. Moi, je dirais que le problème dans la NCAA, c'est que il y a peut-être une vision un petit peu romantique de tout ça, dans le sens que il n'y a pas de garantie de temps de glace. Non. Tu
Tu sais, les joueurs de 19 ans dans l'NCAA demeurent quand même des jeunes joueurs à comparer à la moyenne d'âge de cette équipe-là. Et souvent, les top 6 sont déjà constitués. Puis les joueurs, il y a une hiérarchie. C'est la même chose souvent au football, au basketball. Et il n'y a pas de garantie. Donc, un joueur peut-être est mieux de rester dans son équipe junior, jouer ses 64, 66 matchs, faire les séries, finalement finir, si son équipe se rend loin, jouer 80, 90 matchs, dominer, plutôt que de se retrouver peut-être avec un 10-12 minutes de jeu pendant 40 matchs. Alors, je ne sais pas, moi, si c'est vraiment perdre une année de développement, mais on lit ça de plus en plus, puis ça a rapport avec le nouveau règlement, évidemment. Gavin McKenna, ça commence quand, là, Penn State? Gavin McKenna, ça commence au début octobre. Il y a beaucoup d'adversaires plutôt moyens sur son calendrier, donc ça se peut que ce soit des matchs où il va festoyer. Puis là, je vois déjà les faits saillants sur Twitter de ses 3 buts, 4 passes contre une obscure université. Ouais. OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il va jouer contre des clubs comme Michigan, et d'après moi, il va être très bon. Michael Age, ouais, ça va être bon, Pardon? ça. Michael Age contre McKenna. C'est ça. Alors, il va y avoir des matchs clés cette année que je vais surveiller. Je suis aucunement inquiet pour Gavin McKenna. Et je termine avec 2 petites notes rapides. Petite incursion dans le baseball. Les Twins du Minnesota ont congédié tous les recruteurs professionnels. Pas les recruteurs amateurs, mais les recruteurs professionnels. Et il y a également beaucoup de coupures qui ont été faites chez pourtant des grosses organisations, les Astros et les Cubs. Pourquoi je parle de ça? Parce que le recrutement, je considère, moi, dans des sports comme dans tous les sports, mais surtout le hockey et le baseball, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui t'amène de l'eau au moulin, qui te permet de faire des transactions pour aller chercher ce qui te manque. C'est ça qui te permet de ne pas dépenser sur les agents libres inutilement. Et là, on décide qu'on coupe quelques millions de dollars sur des budgets au baseball qui sont de centaines de millions, mais l'argent économisé va s'en aller souvent pour un joueur de 3e trio à 6 millions de dollars par année ou, dans le cas du baseball, un releveur à 10 millions. Alors ça, absolument, je ne comprends pas, puis je ne prêche pas pour ma paroisse, même si ça a l'air que c'est ça que je fais, mais je trouve ça complètement ridicule. Et un petit point sur je voulais mentionner un joueur pour le repêchage de 2028, imagine-toi donc. Donc, tu vas y chercher au berceau? Oui. 2028, oui, c'est... défenseur droitier de 15 ans, qui s'appelle Drew Daly, et qui joue à Shattuck St. Mary's, qui est l'école secondaire où Sidney Crosby a joué. C'est probablement la meilleure école secondaire aux États-Unis au point de vue hockey. C'est un natif de la région de Buffalo qui devrait être, en tout cas, s'il n'est pas le premier choix de la Ligue de l'Ontario l'an prochain, ça devrait être très, très fort, sauf que c'est un Américain. Alors, il va avoir évidemment la possibilité de jouer pour le programme américain et peut-être qu'il pourrait choisir son équipe dans l'Ontario. Et à ce moment-là, peut-être, et je dis choisir entre guillemets, il pourrait se retrouver peut-être à London ou une superpuissance, mais ça va être intéressant à suivre. C'est un gars de 5 pieds 11. Il est mobile, il est rapide dans sa prise de décision, il fait des belles passes. Défensivement, il coupe les jeux. C'est un défenseur complet déjà à 15 ans. Drew Daly. Le petit-fils de John? Non, mais est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Trevor Daly qui a déjà joué? Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Sur Elite Prospect, c'est des trucs qu'on peut trouver facilement. Parfait. Des gens qui sont très bons au quotidien. Qui sont Daly. OK, segment suivant. Non, mais c'est vrai, tu n'as pas le droit dans le segment. Non, ça, on va s'entendre. Puis c'est correct, les jeux de mots, ils sont appréciés par une certaine frange de nos auditeurs. Là, dans le segment, là, j'avoue qu'on a été dur avec Simon là, cette semaine. Il est supposé d'être en liberté. Là. Ben oui, vous ne m'avez pas laissé parler, vous m'avez interrompu. Non. J'ai perdu le fil de ma pensée. Vraiment, je suis d'une humeur massacrante et j'ai besoin d'une pause de 20 secondes. Est-ce que tu vas te lever et quitter comme j'ai fait l'an dernier? Non. J'ai juste besoin de 20 secondes pour me calmer, prendre une gorgée d'eau et je suis prêt pour le segment suivant. Bon. Excuse-moi, je parlais par-dessus. Ah, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, là, on s'est rendu Pag et Mathias en liberté.
Alors, Simon, tu nous écoutes. Non. Vas-y donc, ton troisième Bon, bloc. alors, Intéressant. je rappelle aux nouveaux auditeurs que le troisième bloc va être consacré cette année à une analyse, à l'analyse de toutes les équipes, une par semaine. On va commencer ça au mois d'octobre, mais entre-temps, il y a un sujet d'hiver que je veux élaborer. La semaine passée, on a parlé en 2015. Si on avait été en 2015, qui on aurait vu comme gagnant de la Coupe dans les 10 années qui suivent? Ouais. Bien là, on va faire... Et là, on a eu la réponse. Mais là, on n'a pas la réponse parce qu'on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans les 7 à 10 prochaines années. C'est très difficile de prédire 10 ans à l'avance, mais on peut dire un 7-8 ans là, d'horizon, ça peut se voir. Alors, As-tu un top ou quoi? Comment ça marche? Ben, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai à court terme qui peut gagner, tu sais, comme en 26, 27, 28. Et après ça, peut-être un petit peu plus tard, quelles sont les possibilités, les peut-être et les ça se peut fort bien. Oh! Alors, dans les équipes, moi, que j'ai vues, puis tu me diras si tu es d'accord ou pas, dans les quelques prochaines années, bien, je pense que les Panthers de la Floride, d'après moi, doivent être considérés. Ils pourraient très bien répéter une troisième fois cette année. Ou décroître. Oui, mais là, on parle de possibilité de gagner. Il faut qu'ils soient fatigués, eux autres. Là. Ça ne s'est pas entraîné. Kachuk, mais on dit ça depuis 2 ans. Mais tu sais, puis c'est dans le balado de Louis Morissette avec Max Talbot, entre la poire et le fromage, que j'ai écouté, que j'ai trouvé vraiment bon en passant. C'est pas de la pub interne, mais c'est vraiment intéressant. C'est une autre dynamique. Ben, David Savard parlait justement des étés d'entraînement. Max Soucy en parlait. Et là, les Panthers ont été blessés. L'été est court. À un moment donné, après 2 années où tu ne peux pas t'entraîner adéquatement l'été. En plus de la finale perdue aux mains de Vegas. À un moment donné, ça rentre dans le corps, là. Oui, mais tu vois, Mathieu Tkachuk qui ne jouera pas avant un certain temps, donc il prend un bon petit repos. Alors, il faut quand même considérer les Panthers. Il faut les considérer, on n'a pas le choix. Une autre équipe qu'il faut considérer, évidemment, les Oilers d'Edmonton, qui ont perdu 2 fois en 7 matchs. Est-ce qu'ils vont réussir à apporter les, si on peut dire, les correctifs nécessaires pour l'emporter? Je ne sais pas, mais il faut quand même les considérer à court terme. Ben, il faut qu'ils gagnent cette année. Parce que si McDavid ne signe pas de prolongation, après puis ça, là, les joueurs autonomes sans compensation sont dans la merde. Il y a toujours les Golden Knights de Vegas qui, année après année, sont dangereux. Marner on a signé Mitch Marner qui n'est pas un grand joueur des séries, mais peut-être qu'à Vegas, ça va être un petit peu plus dilué. Sous-estime pas la perte de Pietrangelo quand même. Ça, c'est sûr. Qui écarte pas la possibilité de revenir au jeu au cours de l'hiver, mais OK. Les Stars de Dallas, à court terme, peut-être. Ils ont quand même une équipe bien rodée, complète. Oui. Il s'agit, eux autres, peut-être, pour que les astres s'alignent, parce que c'est très difficile de passer à travers de, mettons, l'Avalanche, Vegas, Edmonton. Alors, eux autres sont peut-être un peu victimes de cette congestion-là. Et à moindre niveau, je te dirais, il va vraiment falloir que le directeur général McFarland fasse des meilleurs gestes que dans les dernières années. C'est l'Avalanche du Colorado, qui a quand même encore Makar, McKinnon, Landeskog, Devin Taves, mais on dirait que le reste de l'équipe s'est effrité au fil des années. C'est vraiment effrité. Alors, eux autres, on peut les mettre là, dans les... Mettons, là, si tout va bien. Je remarque des absents. Oui, vas-y. Ben, Toronto. Oui, fini pour moi. T'aimes pas? Je pense que c'est terminé. Pour la Coupe. Pour la Coupe. Toi, tu les verrais dans les... Ben là, si tu mets Dallas et Colorado... Toi, tu voudrais inclure Tampa? Ben... Moi, je pense que... je sais pas. Ouais. Mais garde. Et là, dans l'Ouest... Je ferai pas un gros débat là-dessus, là. OK. Là, c'est sûr que Los Angeles, non. Il me semble que dans l'Ouest, là, non? Ben là, dans l'Ouest, il y en a quand même pas mal, là. Tu sais, je veux dire... Les Rangers, on oublie ça. Ça a raté les séries. Ça... Je trouve sévère envers Toronto, Simon. Tu sais, ils sont vraiment réglés devant le filet. Ils ont perdu un petit peu de qu'est-ce qui était soft en série avec Marner. Attends, wow. Fait que donc, toi, le départ de Marner, c'est bon pour Toronto. Ben, ils ont remplacé ses points par qui? Ils n'avaient pas besoin de points de plus, Toronto. Ah non? Ben non. Le but n'est-il pas de marquer plus de buts que l'adversaire? Ben quand même qu'ils gagnent 4-2 au lieu de 6-2. Ils gagnent pareil. Moi, c'est drôle, hein? Je suis pas sûr que Matthews, par son jeu défensif et son éveil en tout temps sur la glace,
n'est pas plus une nuisance que Marner pouvait l'être. Simon, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais pour moi, la vraie locomotive, c'est Nylander. C'est qui leur défenseur numéro 1? Ben, c'est ça. C'est que là, je regarde ça ici. Morgan Riley, 31 ans. Jake McCabe, 31 ans. Christopher Tanev, 35 ans. Ekman Larsson, 34 ans. Brandon Carlo, 28 ans. Simon Benoît et Henry Thrun. Mais tu sais, Riley, c'est le top 7 à la défense. Riley, là, c'est un Madison, là. Oui, c'est ça. Mais Stolarz, il est impressionnant. Oui, mais toi, Ouais, toi, t'aimes les gardiens. Oui. Puis Stolarz, là, une année, il est impressionnant. Après ça, il y a une séquence de 20 matchs où il est épouvantable. Après ça, il redevient impressionnant. Il redevient épouvantable. Le gars s'est promené à peu près 775 fois par. Si lui est mauvais, il y a Wall qui va le backer, qui est aussi bon. Oui, je déteste pas Wall. Mais arrête de penser que Toronto peut gagner la coupe avec cette défensive épouvantable-là juste parce qu'ils ont Joseph Wall. Puis Joseph Wall, je l'aime bien, là, mais on parle toujours bien pas de la réincarnation de Dominique Hasek version 1998. Il fait dire que c'est un mur devant le filet. Puis l'autre, moi, je l'échangerais contre Lars Eller. Bon, puis à l'attaque, ils n'ont pas de profondeur. OK, on peut-tu passer à un autre? Attends, il n'y a pas d'autres absents, là, non? Okay. Non. OK, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est le plus long terme, là. Oui, mais là, je m'en vais dans les peut-être. OK? Peut-être à plus long terme ou peut-être à plus court terme? À plus long terme. Ah. Là, à court terme, moi, j'ai pas mal réglé ça. Parfait. Floride, Edmonton, Vegas, Dallas, Colorado. Bon. Mais y a-tu des pas mal... OK, il y a des peut-être puis des pas mal sûrs à long terme, là. Il y a des peut-être. OK. Là, dans les peut-être, là, il y a peut-être des clubs qui vont dire, ah ouais, mais c'est pour ça que c'est des peut-être à long terme ou à moyen terme. Tu vois, il y en a qui aiment bien les Hurricanes de la Caroline. Moi, je pense pas. Mais genre d'équipe peut-être, là, tu sais, comme Saint-Louis avait gagné en 2019, ça pourrait être une genre de surprise, mais pour moi, non. New Jersey, qui étaient les bien-aimés du futur à ce moment-là. Mais je vois pas New Jersey débarquer une des équipes récentes dont on a parlé, et je les vois pas débarquer une des équipes du futur dont on va parler dans 2 minutes. Tu vois, Jack Hughes, il s'est fâché en conférence de presse au début du camp d'entraînement parce qu'il s'est fait parler de ses blessures encore. Souvent blessé. S'est impatienté. Il faut que ce gars-là reste en santé, là. Là, on va aller dans des équipes peut-être... on va commencer avec... Regarde, dans les équipes plus jeunes, il y a les Blackhawks de Chicago. Là, on est dans les peut-être. Les peut-être encore, là. Ouais. Les Blackhawks de Chicago. Pourquoi? À date, je trouve qu'il manque trop de choses. D'après moi, Chicago a le pire alignement de la Ligue en ce moment. Ils vont probablement finir 32e, à moins que les Sharks se surpassent. Mais, justement, c'est que là, 2 autres gros repêchages, ajoutés à quand même une défensive qui va probablement être très solide dans 4-5 ans, avec Sam Rinzel en tête, il faut quand même commencer... Tu sais, tu peux pas les écarter complètement de l'équation. Admettons qu'il va chez Gavin McKenna cette année. Bon. Oui, mais admettons que n'importe qui... Pour moi, là, Connor Bedard, c'est un John Tavares. Oui. C'est très bien, mais... D'accord. C'est pour ça qu'il... Mathias, il est dans les peut-être. OK? Dans les prochaines années, les 10 prochaines années, il y a peut-être 7 équipes qui vont gagner la Coupe. Ouais. OK? Fait qu'on peut pas juste dire non. Mais puis juste dire Canadien. J'ai pas dit Canadien encore, mais je suis dans les... Je vais te laisser aller, mais il y a... Ouais. Alors, moi, je suis dans les peut-être. Moi, je suis... Non, mais on discute. Moi, Chicago, c'est dans les très peut-être. OK. Dans les peut-être, mais encore là, je suis... Mais il y a quand même un bon petit noyau qui se crée, mais j'aime pas la direction. C'est Columbus. Mais ils ont fait l'erreur avec Eden Lindstrom. Il y a quand même un bon petit noyau à Columbus. Qui a été repêché avant Demidov, on le rappelle. Oui, c'est ça. Alors là, si Demidov était à Columbus, là, il serait plus dans les peut-être. Oh. Mais c'est vraiment un très peut-être. Un gars fait la différence, hein? Ben, c'est que des fois, ton équipe est pas loin, puis tu te dis, ça prend juste ça. Oui. Puis là, ça arrive. Le ça, il n'est pas là. Puis je le disais pour Canadiens. Je te disais, tant qu'il n'y a pas le vrai star, là, le vrai star à l'attaque, là, le vrai star, il est arrivé. Je te disais ça au début de nos conversations il y a 2 ans. Bon. Le vrai tsar ou le vrai star? Parce que dans le cas moi, je te laisse réagir. Là, règle tes affaires avec moi. Là. Écoute, là, c'est dur pour toi, hein? Oui, très dur. Et là, je vais t'en amener une qui va peut-être te surprendre. Dans les peut-être. Dans les peut-être. Puis, je pensais jamais que j'aurais dit ça il y a 6 mois. Les Islanders. Tu l'aimes, Mathieu? Oui, Mathieu Schaefer. Non, Dash. Mathieu Dash. Mais, les Islanders? Oui, bien, ils sont passés d'une banque d'espoir
minable à une banque d'espoir qui commence à avoir de l'allure. Tu es juste content que Mathieu Darche ait bifurqué vers une vague jeunesse, mais on n'est pas là encore. Non, mais c'est pour ça qu'on parle du long terme. Mais est-ce que les Islanders, éventuellement, puis n'oublie pas, dans l'Est, on s'en est parlé la semaine dernière, l'Est, le chemin est peut-être plus ouvert que dans l'Ouest. Matthew Schaefer c'est un défenseur, c'est le genre de défenseur autour duquel tu bâtis et que tu montes un champion de la Coupe. Mais ça peut prendre 6 ans. À l'attaque? Bon, tu vas me dire Gavin McKenna? Non, Islanders ne pourra pas aller chercher ça. C'est C'est qui, pour là? ça que... Ben, c'est ça. Là, comme je te dis, à l'attaque, là, ça va être plus par comité, mais Mathieu Barzal va quand même être Par bon. comité. Toi, le mot comité qui sort de ta bouche. Oui, j'aime pas ça, là. Mais regarde, Matthew Barzal, Bo Horvat sont encore sous contrat pour 5 ans. C'est sûr que là, ça manque un peu de profondeur, mais j'ai bien aimé la sélection de Victor Eklund. J'ai aimé la sélection de Prokhorov en deuxième ronde. Qui sait ce qui va avec Cole Eiserman, bien utilisé, c'est un marqueur. Tu sais, mais là, Mathias, là... Mais OK, va dans les... OK, mais en 2015, là, si on t'avait dit en 2015 que les Panthers gagneraient en 2023, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit très peut-être. Il y avait Barkov, il y avait Huberdeau, il y avait Ekblad, mais c'était à peu près tout. Moi, là, Tu sais... 5 ans, c'est du long terme. Ah, là, Mathieu va me détester. 7, 8, J'aurais 9 ans. proposé de manger un bout de serpent avec de la confiture, mais je ferai pas ça à Mathieu. J'ai confiance en Mathieu. Regarde, Darche. là, je suis bien dans peut-être. OK, mais là veux-tu Non, fâche-toi pas, veux-tu là. les 4 solides contenders? Ah. Veux-tu le top 4, là? Là, Tu sais, tu on me fais aurait pu plaisir. faire un segment juste sur ça, là, mais ça aurait été plate de parler juste de 4 équipes. Ben oui. OK, parce que Non, là, non, c'est correct. Parce qu'avec ça, en nommant les autres, ben, premièrement, on sait qu'à court terme, ça ne sera pas les Sharks de San Jose qui vont gagner la Coupe, n'est-ce pas? Hein? Ils ne gagneront pas en 2026, 2027, Hey, 2028. Bon, OK. Tout Puis, va bien, là. En même temps, ben, c'est bon également pour les éditeurs de connaître le procédé qu'on utilise Oui, pour mais c'est que les se Islanders, rendre tu à ça. me déstabilises. Je perds mon serpent. C'est comme si Mathias, il je y a t'ai pas dit quelqu'un... qu'ils vont gagner. Je te dis juste que j'ai confiance en la direction et j'ai surtout confiance en Matthew C'est Schaefer. comme s'il y avait quelqu'un qui t'habitait, Ouais. qui avait pris possession de ton âme. Mais les Rangers, ça me surprend qu'ils soient même pas dans les peut-être parce qu'ils Non. sont à un Oh. coup de. Le bateau a quitté le port. Puis Alexis Lafrenière, ben écoute, c'est pas lui qui va transporter l'équipe. Bon. Simon est demandé sur la 2. Le vrai Simon est demandé sur la 2. On y va avec les 4 Bon. équipes. Là, tout ça pour dire qu'on passe à la viande. Du Yes! segment. La vraie viande. On 3 s'excuse équipes aux dans l'Ouest, végétaliens. une équipe dans l'Est. Ouais. 3 équipes dans l'Ouest. Utah, le Mammouth, qui se grossit et se grossit et se grossit et se grossit. Et là, je pense qu'eux autres, on va voir ce qui va arriver avec les 2 choix russes qu'ils avaient faits il y a quelques années, Simachev et Daniel Butt. Je crois que sans être nécessairement la clé pour gagner la Coupe ou pas, ça va quand même nous montrer si ce sont des joueurs de premier plan et des joueurs d'impact. Et à ce moment-là, ça grossit le fameux Mammouth en question avec les dénoyés qui s'en vient. Logan Cooley, J.J. Peterka, Mikhail Sergachev. Tu sais, c'est quand même... Ah non, ils vont être dangereux. Oui. Ils vont être dangereux. Alors ça... Tu sais, Gunter. Dylan Gunter. Ah non. Regarde, Ouais. il y a l'Utah. Il va y avoir de la compétition dans l'Ouest. 2 équipes qui sont moins avancées qu'eux. Parce que Utah, d'après moi, cette année, fait les séries. Oui. Bon. Et il y a les Ducks d'Anaheim. Je ne sais pas s'ils vont faire les séries, mais eux autres, en tant que défenseurs, écoute, on en a parlé dans le segment numéro 2, ça déborde. Alors, ils vont être capables de créer un top 6 formidable. La seule chose qui me chicote dans le cas des Ducks d'Anaheim, c'est pas l'alignement, c'est le directeur général. Ah! Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais dire ça. C'est Pat Verbeek, je suis vraiment pas sûr. Oui. OK, c'est le seul bémol que je peux mettre à mon analyse des Ducks, parce que là, je regarde ça, je me dis, wow, Cutter Gauthier, Roger McQueen, Léo Carlson. Puis je me dis, écoute, ils en accumulent, Ouais. mais à un moment donné, qu'est-ce que Pat Verbeek nous réserve, alors que lui, oui, ça prend des gros joueurs en finale de la Coupe Stanley, mais pour gagner la Coupe. Mais lui, j'ai l'impression qu'il y a une obsession pour ça. Mais heureusement, il a congédié Greg Cronin, Ouais. qui semblait être un entraîneur qui étouffait les jeunes talents. Ouais. Alors, je pense que cette année, avec un nouvel entraîneur comme Kenville, on va voir comment vont se déployer les Carlson et Gauthier surtout. Il y a quand même
obtenu Cutter Gauthier pour Jamie Drysdale, qui est un désastre à Philadelphie. On va lui donner ça. Oui. Là, il y a McTavish qui a des problèmes de contrat aussi. Mais tu sais, y a-tu vraiment des jeunes dont il s'est départi, là, qui sont épanouis ailleurs? Non. Fait, alors, puis je suis d'accord avec toi. Regarde, mais c'est un point d'interrogation, Verbeek, mais évidemment que le noyau est là, le personnel de recrutement est solide. Alors, d'après moi, Anaheim vont être des prétendants. Mon choix, comme l'équipe de l'avenir, la possibilité de gagner 2 ou 3 Coupes Stanley dans les 10 prochaines, mais on va se rapprocher beaucoup plus de la décennie 2030. À ce moment-là, ce sont les Sharks de San Jose. Michael Misa, Macklin Celebrini, Will Smith, Sam Dickinson, Askarov dans les buts. Je pense que tout ce qui va leur manquer, à part de l'expérience, ça va être peut-être un défenseur meilleur que Sam Dickinson comme défenseur numéro 1, et ça se pourrait qu'il l'obtienne cette année au repêchage. Et il va falloir que Mike Grier également, à un moment donné, à part son top 6, se bâtisse quand même un bottom 6, des 3e et 4e trios dignes de ce nom, qui vont être capables de faire la différence en série, parce que c'est souvent ces trios-là qui font la différence. C'est drôle, hein, parce que dans le premier bloc, on comparait les Blackhawks de 2007 aux Canadiens. Puis là, tu viens de me nommer ces gars-là. Puis c'est drôle, ça me rappelle les Pingouins de 2005-2006. Voilà. Non? Oui. Celebrini. Crosby, Malkin, Misa, Le Temps. Ouais. Exactement. Alors, Askarov, Fleury. Askarov, Fleury. Regarde, Mike Grier à date, solide travail, mais il va falloir maintenant qu'il puisse compléter tout ça. Parce que là, c'est bien beau vider l'équipe, aller chercher des joueurs, faire des transactions, des belles transactions. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, on a accumulé les hauts choix de repêchage, mais à un moment donné, il faut que ça décolle. Nous, avec un surplus de défenseurs, on pourrait pas aller mettre la main sur Will Smith pour leur régler leurs problèmes. Et où ton surplus? Ben, je sais pas, avec Reinbacher ou Engstrom dans un package. Puis tu penses vraiment que Reinbacher et Engstrom dans un package, ça peut donner Will Smith? Pas les deux ensemble contre Will Smith. Ce que je veux dire, c'est... Ben là, même pas les deux ensemble. Mais San Jose ne touchera pas à Will Smith, à Celebrini, malheureusement. Comme le Canadien. J'ai parlé d'un défenseur numéro 1, là. Tu sais, j'ai parlé peut-être d'un possible défenseur comme ça aurait pu être Schaefer cette année ou Keaton Verhoff l'année prochaine. Pas Reinbacher et Engstrom pour Will Smith. Mais Reinbacher, je te trouve quand même... là, puis c'est correct. Non, mais là, Reinbacher... Tu t'emballes moins. Puis mais c'est mais Reinbacher contre Will Smith, non, je parle pas d'échange, mais ça parle quand même que là, Reinbacher, là, puis avec raison, t'as refroidi un peu. Puis c'est correct. Puis moi aussi, j'ai refroidi. Tu sais, Will Smith, l'année passée, il a fait ses preuves. Mais je parle pas de Smith, je parle pas des autres, je parle juste de Reinbacher. Non, mais c'est parce que l'autre qui nous arrive avec des transactions, de faire sur PlayStation. Non, on commence à nommer Celebrini puis Misa. Fait que là, tu sais, Smith, à un moment donné, peut-être qu'ils vont le voir. Non, il va jouer à l'aile. Parce que de la façon que ça se dessine en ce moment, si on lit entre les lignes, Celebrini et Misa vont être les centres et Will Smith va jouer à l'aile et probablement sur le premier trio avec Celebrini. Même si Smith peut revenir au centre, c'est pas... mais déjà, il est parti à l'aile. Je pense que... Tu sais, puis à un moment donné, tu peux pas juste dire... San Jose, quand même, oui, ils ont 3 super jeunes joueurs à l'attaque, mais à un moment donné, ça créerait quand même un trou s'ils l'échangeaient. Okay. Ils en ont pas 5 ou 6. Ils en ont 3. Si tu me parlais d'Anaheim, je te dis, Anaheim en a plus. Alors, mais Anaheim, ils n'ont pas besoin de défenseurs. Non, c'est ça. Mais non, Reinbacher et Smith, non. Continue. Ouais. C'est des bonnes questions pareil. Okay. Et pour terminer, l'équipe dans l'Est, pour je te dirais à moyen terme, peut-être pas à long terme, ni à court terme, à moyen terme, le Canadien. Très bien parti. J'avais des points d'interrogation qui, tranquillement, pas vite, sont en train de se résoudre. Ouais. L'acquisition de Dobson, qui rajoute un défenseur de plus pour le top 4, un solide général. Et l'acquisition de Bolduc et l'arrivée de Demidov pour le top 6 ou top 9 dans le cas de Bolduc. Là, il reste juste à voir si les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs, sont capables de combler ces trous-là et si Kent Hughes va être capable de faire une signature ou un échange à la Mariano Ossa pour les Blackhawks de Chicago. Là, vraiment, là, ça se dessine. Il est en train d'avoir un peu de tout à Montréal. Puis c'est comme ça qu'on bâtit une équipe.
La vedette, je crois, est arrivée. Ouais. Ça ne sera peut-être pas pour cette année, mais ça va être dans les prochaines années. Et là, ça fait en sorte que tout le monde, avec Demidov, va descendre d'un cran dans l'organigramme, la hiérarchie. Et là, tout le monde va se retrouver à sa place. Ouais. Tu sais, si tu as Cole Caulfield comme meilleur joueur à l'attaque, mais si tu as Cole Caulfield peut-être comme 4e meilleur joueur à l'attaque, ou même 5e éventuellement, on ne sait pas, là, tu as toute une équipe. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as nommé 3 équipes dans l'Ouest, puis une dans l'Est. Bien, c'est ça, je te dis. Il y a moins de possibilités dans l'Est. C'est pour ça que je parlais de Columbus tout à l'heure, New Jersey, Islander. La raison pour laquelle je les ai mis dans les peut-être, c'est que dans l'Est, là, ça ne sera pas Toronto, ça ne sera pas Tampa, ça ne sera plus Floride à un moment donné. Donc, c'est intéressant pour le Canadien. Ça ne sera pas les Rangers. Ouais. Le chemin s'ouvre. Dans l'Ouest, c'est plus compliqué. Parce que regarde, Utah, San Jose, Anaheim, mettons. Ça veut dire qu'à chaque année garantie, il y en a au moins une parmi cette équipe-là qui sort en quart de finale. Là, tu sais que nos auditeurs à Gatineau et Ottawa vont se demander pourquoi tu les as ignorés. Oui. Je pense qu'à Ottawa, j'aime beaucoup l'équipe en passant. J'aime aller à Ottawa les voir jouer. J'aime les regarder à la télévision. Tim Stützle, un de mes 5 joueurs préférés. Mais je crois qu'ils ont peut-être atteint... l'équipe arrive à maturité. Là. Les joueurs ont plus de 19 ans. Là. Puis je crois qu'avec le peu de réserves qu'ils ont, puis en même temps, la difficulté peut-être d'attirer des joueurs autonomes ou de garder certains joueurs, je pense qu'ils ont peut-être atteint, pas nécessairement leur plafond, parce que déjà, ils pourraient aller plus loin en série, mais dans ma boule de cristal, pour moi, Ottawa, dans le meilleur des cas, là, il pourrait y avoir des carrés d'as. Okay. Mais je ne vois pas plus loin que le carré d'as. Parfait. Mais une bonne équipe et intéressante, divertissante dans les prochaines années à suivre. Hey, on déborde, mais regarde, on aime ça de même. Hein? Bon, Simon, on est rendu au 4e bloc. Pag en liberté. Ben oui, c'est vrai. Juste rappeler aux auditeurs que la façon de nous rejoindre, c'est principalement effectivement sur les commentaires YouTube, mais il y a aussi dans les commentaires de l'épisode sur le site chaosport.tv, donc chaos-sport.tv, sport avec un S. Il y a aussi sur Instagram que vous pouvez nous suivre au compte Mathias et le Serpent, évidemment. Puis ça paraît vraiment beaucoup quand vous mettez un pouce en l'air, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, YouTube, Spotify, Apple Podcast, nommez-le. Et souscrivez aussi à tous les channels. Ça nous donne vraiment un beau coup de pouce et c'est gratuit en plus. Donc, il y a les 3 questions, là, juste, même moi, je suis tellement mauvais là-dedans, là. Il y a les 3 questions, puis après, ça s'en va sur KO TV, c'est ça? Le 45 minutes de... Exact. Là, on pose les 3 questions comme d'habitude. Ouais. On vous donne un avis, juste un préambule de ça va être quoi l'épisode avec la question supplémentaire. Ouais. Le reste de l'épisode, des 45 minutes bonus, sera disponible sur le site chaosport.tv exclusivement. Et juste pour éclaircir, une autre fois, on va continuer à le faire. L'heure et quart, l'épisode régulier, gratuit, tout le temps. Tout le temps. Tu es prêt, mon beau Pag? Yes. On commence avec Samaël Guimont. La saison passée, j'avais bien aimé le segment où le Snake parlait que chaque équipe doit avoir 10 joueurs d'impact pour aspirer à la coupe. Vous avez énuméré ceux des Canadiens, mais je me demandais si vous pourriez faire le segment avec les nouveaux venus de cet été. Et s'il en manque, quel type de joueurs manquerait-il? OK. Alors, Mathias, je vais te nommer des noms. C'est quasiment un bloc, ça, hein? Oui, mais je vais te nommer des noms, puis on va aller dans les oui, je fais le décompte. Puis les peut-être, oui. Alors, dans les oui, est-ce que tu mets Demidov? Est-ce que tu mets Caulfield? Est-ce que tu mets Suzuki? Est-ce que tu mets Slavkovski? Tu le mets? Oui. Ah oui. Est-ce que tu mets Noah Dobson? Lane Hudson? On est rendu à 6. Est-ce que tu mets Kaden Goulet, toi? Oui. Ben OK, oui. t'es rendu à 7. Là, ouais. Bon, alors là, ensuite, on va y aller avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement là, en fait, qui n'ont jamais joué pour le Canadien encore, ou presque. Est-ce que tu mets Zachary Bolduc? T'attends. Okay. Oui. Est-ce que tu mets Michael Hage? On ne sait pas. Probable, parce qu'il a produit au rythme de Caulfield de sa première année. Est-ce que tu mets Randbacker? Hey, là, Reinbacker, là. Donne-moi l'automne, là. OK. Est-ce que tu mettrais Jacob Fowler?
Fowler, 9. Est-ce que tu mettrais Zarovski ou il est trop tôt? Ah, il est trop tôt. OK. Alors là, Pour la ceux qui question se est de demandent, savoir... là, mon petit doigt, là, parce que ça, c'est d'avoir pris des mises au jeu au hockey pendant 25 ans. OK. Alors, Détail. vois-tu, tu es arrivé à 9. Mais, tu sais, ça pourrait quand même fluctuer. Il pourrait y en avoir un ou deux qui s'enlèvent et un ou deux qui On s'ajoutent. n'en oublie pas. Et est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui manquerait et est-ce que c'est suffisant? Dans la mesure où tous les gars qu'on a nommés deviennent ce qu'on pense qu'ils vont devenir. Ah oui. Surtout si Age s'en vient puis il est pas mal. Donc, pour toi, c'est suffisant. Ouais. OK. Puis là, on nomme, tu sais, je sais que Doc t'a dit c'est terminé, bonsoir. Toi, tu le mettrais là, dans les peut-être? Non, je le mettrais pas dans les 9 en ce moment, mais je me dis, est-ce qu'il peut s'immiscer? Dans les peut-être, Tout dépend de éventuellement. ça, oui. Mais OK. pas dans le premier groupe, dans les peut-être, si... Moi, je pense que ça prend, en considérant que ces gars-là deviennent bons, là, tu sais, Ouais. les Hage, les Zarovski, Randbacker et compagnie. Moi, je crois que ça prend à l'attaque l'équivalent d'une acquisition comme Noah Dobson, ou peut-être même si je suis là, ce que les Blackhawks de Chicago ont fait, Mariana Ça. Il faut qu'il y ait des bons gants, par contre. Oui. là. Fait que c'est ça. Alors, je pense qu'il manque quand même, il va manquer une acquisition de l'extérieur pour compléter le noyau de 10, mais ça sent bien. Bon. Voilà. Hab Enthusiast. Comment? Habs Enthusiast, donc le partisan enthousiaste des Canadiens. Ah oui, OK. Pouvez-vous expliquer le fait que le CH a une forte tendance à repêcher des centres qui sont droitiers? Est-ce que c'est parce que les droitiers au centre ont une meilleure valeur, donc ça donne l'opportunité d'aller chercher un meilleur centre gaucher jeune par la suite? Ben là, ils ont repêché H. Qui d'autre? Owen Beck? Ouais. Non, mais on parle de joueurs repêchés par le Canadien. À part ça, est-ce qu'Atos Koivu est droitier? Ah oui? Ben non, Tu le on parle de joueurs repêchés. Atos Koivu est un centre droitier. OK. Tu sais, Ouais, ouais. je comprends Ils sont la allés question. chercher Doc, Oui. droitier. Je comprends la mais ils sont question allés chercher d'auditeur. Newhook, gaucher. Ouais. Personnellement, bien que ça soit très utile d'avoir un centre droitier Ouais. parce qu'ils sont plus rares, je pense que c'est une coïncidence parce que tu repêches le meilleur joueur disponible, mais des fois, tu peux y aller pour une position si tu hésites entre deux joueurs, mais je pense pas que nécessairement, dans le cas d'un joueur de centre, tu vas hésiter entre un gaucher ou un droitier. Défenseur droitier plus. Oui. Parce qu'ils sont rares. plus rares. Oui, les centres droitiers sont plus rares, mais c'est peut-être moins crucial d'avoir un centre droitier que d'avoir des défenseurs droitiers. Mais ton centre d'avenir, il va peut-être être gaucher s'ils mettent Demidov dans 1 an ou 2 au centre. Si. Je serais Ouais. pas surpris. Ça va dépendre. Ouais. Biggie Johnny, ça me fera toujours rire comment le Snake aime mettre des plafonds, surtout quand ce sont des choix lointains du Canadien. Il faut surtout pas s'exciter avec des choix tardifs selon lui, parce qu'il y a une raison pourquoi ils sont tardifs. Mais c'est le premier à dire qu'il faut lancer des dards sur des joueurs ayant un gros potentiel avec des choix plus tardifs. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Beck n'aurait pas la carrière d'Anthony Chiarelli? Il a les meilleurs stats juniors et AHL. OK. Ça a l'air que je fais une contradiction ambulante. Ben non. Non. Attends. Non. Là, les accusations, là, Beck n'a pas de main. Non, mais on parle pas de Beck, on parle de l'idée des choix tardifs. Non, là. c'est parce qu'il parle de Cirelli versus Beck. Tu veux répondre à Tu sais, cette Beck, question? il n'a pas de main, il n'a Ah pas oui. de qualité offensive, il n'a pas la vitesse d'exécution d'un gars comme Cirelli. Là. Oui, puis Cirelli, dans le junior, a joué pour des champions de la Coupe Mémoriale. Ouais. Et souvent, il a été complètement enterré au point de vue offensif. Alors, c'est ça qui a fait en sorte qu'il a obtenu moins de points que normalement il aurait dû avoir. Et ensuite, lorsqu'il est arrivé dans la Ligue américaine, oui, il y avait peut-être des stats comparables à celles de Beck. Il avait eu 37 points en 51 matchs. Beck a eu 44 points en 64 matchs. Mais tu voyais que ce gars-là, puis c'était pas un de mes préférés, Ah oui. hein, Chiarelli. Ouais. C'était vraiment pas un de mes préférés, mais je voyais quand même plus de potentiel que Beck. Pour répondre à l'idée des choix tardifs et des dards, oui, ça a l'air contradictoire. C'est pas l'idée. C'est que moi, je dis, il faut que tu lances des dards sur des joueurs qui ont un potentiel de coup de circuit. Mais ça ne veut pas dire que je m'emballe. Non.
C'est rare que je m'emballe sur un choix tardif. Il y a eu Cooper Simpson cette année. Mais des fois, j'ai l'impression que les partisans des équipes, puis pas juste le Canadien, voient des joueurs de la LNH, des futurs joueurs de la LNH partout. Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est pas le cas. Alors moi, j'ai rien contre le fait de lancer un d'or avec LG Mooney, par exemple. Ah. C'est un d'or, LG Mooney. Oui. Je trouve ça bien, mais est-ce que je vais arriver puis je vais commencer à dire LG Mooney, assurément, va être un joueur de la Ligue nationale? Je peux pas dire ça. Ben, comme on s'est emballé... Mais me suis emballé avec Farrell, à un moment donné. Oui, ben oui. Puis USHL était dominant. C'était un d'or, Farrell. Oui. C'est un petit joueur habile. Exactement. Mais Atos Koivu, ce n'est pas un d'or. C'est un choix. C'est un d'or avec pas de pointe. Oui. C'est juste un choix. Un d'or, c'est LG Mooney. OK. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on s'emballe ou qu'on s'emballe pas. Ça veut juste dire que... OK, attends une minute, là. Oui. Pour expliquer aux gens, là, c'est quoi la différence, justement, entre Mooney et Koivu? Pourquoi il y en a un qui est un d'or puis l'autre l'est pas? Juste pour... OK. Parce que LG Mooney a des qualités offensives, je dirais, transposables dans la Ligue nationale. OK. Mais LG Mooney mesure 5 pieds 7. Cole Caulfield mesure 5 pieds 7. Alex DeBrincat mesure 5 pieds 7. Alors, ce qui en fait un d'or. Il y en a 2 dans la Ligue en ce moment. Il y a Logan Stankoven aussi. Ouais. Il y en a 3. Alors oui, ça en fait un d'or. Parce que tu dis, il y a tout sauf la grandeur. Atos Koivu, il n'y a rien à part le nom de famille. Alors, c'est pas un d'or. C'est un joueur choisi qui finalement remplit une feuille de repêchage où on met des noms. Le Canadien repêche 7, 8, 9. La majorité ne feront pas la Ligue nationale. Mais avec lui, tu n'as pas l'espoir. Avec LG Mooney, tu peux dire, hey, ça va être intéressant de suivre les Gophers du Minnesota cette année, voir comment LG Mooney se débrouille. Mais suivre Atos Koivu dans la Liga en Suède, ce n'est pas intéressant. La Liga en Finlande. En Finlande, excuse. Ouais. C'est pas intéressant de suivre la progression d'Atos Koivu parce qu'il n'y en a pas de progression. Même s'il arrive au tournoi junior et qu'il fait 8 buts, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Le gars n'a pas ce qu'il faut pour jouer dans la LNH. Bon. Là, si j'ai bien compris, c'est la fin de l'émission régulière. Absolument. Et, nous, on reste quoi, un bon 45 minutes? C'est ça? Un bon 45 minutes, puis ça va commencer avec la question d'Okia. Avec une équipe encore très jeune, la saison qui s'en vient sera sûrement l'occasion pour les Canadiens de faire leurs expériences pour écrémer le talent et décider qui garder pour l'avenir. À quel moment d'une reconstruction doit-on commencer à ajouter des joueurs d'expérience ou de niche? Bon. Hey, on a combien? L'émission régulière a duré combien de temps, là? Une bonne heure et quart et demie? Oui, un bon bout. OK. Fait que, c'est ça. On reste. Pour ceux qui veulent continuer, c'est KO TV, right? KOsport.tv. Sport avec un S. Voilà. Merci, Simon. Merci, Pag. Let's go, on continue. Puis merci aussi à Mise au jeu. Oui. Misez responsablement. Bon. Alors, continue donc, mon beau Pag.